Alexandrie. Moi, je me présente, je me prénomme Annick, je suis bretonne, mais je suis mariée à un flotté. Voilà, pour la raison sur laquelle je suis sur le. Et je me suis inscrite, enfin, pour aider les amis de l'église et être bénévole pour faire des visites si ça les arrangeait d'avoir une visite. Alors voilà. Et avec plaisir, bien sûr, je fais ça parce que j'apprends aussi, parce que je ne connaissais pas le patrimoine de la flotte, hein, en particulier l'église, qui est un très beau monument, parce que il y a un écrivain de la Saintonge et Onis, l'écrivain maritime, qui disait il y a plus d'un siècle qu'à la flotte, il n'y avait de remarquable que son église, construite par les Anglais, l'église primitive, par les Anglais, et agrandie plusieurs fois, bien sûr. Et c'était au début qu'une simple chapelle qui s'arrêtait à peu près à cet endroit. C'était simplement ça. Ça servait au seigneur de Mauléon, dont un château se trouvait à l'est de l'édifice, mais il n'y a pas trop de preuves de ceci, donc il y en a qui prétendent qu'il a existé. Mais il y a une petite quand même distinction tout à l'heure qu'on va voir, qu'on peut penser qu'il a existé. Donc c'était une simple chapelle. Et elle est mentionnée pour la première fois. Vous pouvez rentrer si vous voulez faire la visite. Bonjour. Bonjour. C'est bien, ben oui, j'étais un petit peu, je voyais personne à l'horizon, c'est pas grave. Voilà, donc elle est mentionnée pour la première fois en 1402, nous sommes en pleine guerre de 100 ans, 1337-1459, toujours sous suzeraineté anglaise, et bien sûr à cette époque, la flotte et l'église subissent de nombreux dégâts, de pillages et tout ça, donc il ne reste plus grand-chose de cette époque, que cette voûte d'ogive avec un culot en ange formé là, ici au bas vous voyez, et il y en a une autre tout à l'heure, on verra sous le clocher, et les arrachements donc de ce clocher qui se trouvait sur cet endroit-là. L'église était comme la petite chapelle était comme ça. Vous voyez, ça, où nous sommes, et le clocher se trouvait ici. D'accord. Voilà, on va voir tout à l'heure l'arrachement du clocher dessous, avec l'ogive et la voûte aussi qui existe encore donc du XIVe siècle. Alors la paix revient tout de même après la guerre de 100 ans, hein, mais nous avons les guerres de religion qui arrivent donc 1529-1595. Donc à cette époque-là aussi, l'Église va subir de nombreux dégâts avec les protestants qui détruisent les églises catholiques, enfin cassent tout à l'intérieur, et les catholiques évidemment dans les temples protestants aussi. Donc beaucoup de dégâts aussi. Alors de cette époque, donc mais au XVe siècle, il reste ce mur qui est du XVe siècle. On va passer dehors pour voir la différence avec les autres murs, parce que son portail est classé monument historique. Alors du XVe siècle, on va descendre dehors pour voir le portail qu'on remarque peut-être pas quand on ne le pas. Il est différent des autres murs. Ah, elle est pas ouverte. D'accord. Justement, je vais juste un micro-son. Voilà. Si vous voulez bien ici, on va aller juste sur le trottoir d'en face, parce qu'il y a de la circulation, il faut faire très attention. Allez, allez-y. On voit bien la différence. C'est le seul mur qui est comme ceci. Vous voyez, ça s'arrête là, après c'est différent. Donc il a un empattement en pierre de taille avec un cordon, il est soutenu, et autrement ce sont des baies vitrées avec des arcs brisés qui donnent encore un aspect un peu médiéval tout en pensant peut-être qu'elles ne sont pas d'origine. Et entre chaque baie vitre aux arcs brisés, vous voyez des endroits bien plus clairs entre chaque baie. Ce sont des contreforts qui ont existé pour soutenir, parce qu'elle était petite, mais la charpente était en lauze, en grosse pierre, comme dans le centre de la France. C'était très lourd, donc il fallait soutenir cette église-là. Donc le portail, du style gothique flamboyant, vous
avec ses choux frisés sur les galbes qui remontent, le fleuron en haut pour donner plus d'allure, les pinacles de chaque côté, avec crochets, les choux frisés sur les côtés. Et ça donne un bel exemple de cette époque-là. Bien sûr, très abîmé quand même, mais c'est le seul mur qui existe du XVe siècle tout de même. Voilà, et le portail, donc, du style gothique. Avec des pierres de taille, il y avait une carrière pas loin de l'île de Ré, la pierre de Crassane, vous avez peut-être visité ou entendu parler, et la façade aussi a été refaite avec ceci. Ça s'écrit comment? Crassane, C-R-A-Z-A-2-N-E-S. Ça se visite aussi. Il y a un parc avec des sculptures et puis il y a la carrière. On peut encore y pénétrer avec un guide aussi. Elle est à quel endroit? Alors, elle est sur la route vers Rochefort. D'accord. Oui. Pas très loin d'ici. On va dire 30 km. C'est signalé aussi, je crois. Vous voulez participer? Oui. Bien, ben venez. Merci. Avec plaisir. Excusez-moi, j'ai peut-être commencé un petit peu tôt. Mais c'est nous. Non, vous excusez pas. Voilà. Donc je disais que ce mur est du XVe siècle, authentique, avec les baies aux arcs brisés qui sont peut-être pas tout à fait à l'origine, enfin authentiques on va dire. Avec à l'emplacement que vous voyez, des emplacements clairs, ce sont des contreforts qui ont existé pour soutenir cette église qui était bien sûr, c'était une chapelle hein, qui s'arrêtait là, vous voyez, mais la toiture était en lauze, comme la pierre. La pierre on va marcher dessus, là, elle est d'origine aussi. Voilà, donc avec un empattement en pierre de taille, et le portail est classé monument historique, c'est en style gothique flamboyant. De chaque côté, vous avez des pinacles brodés de crochets, avec un galbe avec des choux frisés, c'est le style flamboyant, et le fleuron au-dessus pour donner plus d'allure aussi à ce portail. Voilà, le 15e siècle, il y a celui-là qui n'est pas tombé. Mais à chaque fois, tous les murs ne tombent pas. Hein. Vous avez beau étudier, c'était cassé à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez, c'est bien compris ça. D'accord, alors on va rentrer. Donc ça va être et à l'intérieur, donc il reste que cette voûte d'ogive et ce petit lavabo. J'attends qu'on nous dise. Ça aussi, ça reste du XVe siècle, ce lavabo de purification. Donc vous voyez, l'église était plus basse, au moins d'1 mètre, parce que ça arrivait à portée de main. Voilà. Tout à l'heure, on va se rendre compte aussi, en allant vers la porte, là-bas, qu'il y avait 1 mètre de profondeur, ça arrivait. Et on pense donc que le chœur se trouvait ici, vu que le lavabo de purification se trouvait là. Alors voilà pour les... On va voir sous le clocher l'arrachement aussi du clocher. Vous voyez, ça c'est des traces du XIVe siècle aussi, les arrachements du clocher qui se trouvaient ici. Et vous voyez là aussi l'ogive est finie par un culot brodé aussi, avec un ange. Il est juste dans le coin là. Vous venez ici, vous allez le voir. Donc elle a déjà une histoire. Donc voilà, donc après toutes ces guerres de religion, la paix va quand même revenir dans l'église avec Henri IV. Non, je n'ai pas parlé des guerres de religion, elle est quand même née en 1575 avec les guerres de religion, elle est toute incluse. Donc elle va être reconstruite par ses habitants. Et en 1598, les habitants vont demander à ce qu'elle soit élue, enfin transformée en paroisse indépendante, parce qu'au début c'était qu'une simple fillette, on appelait ça, par rapport aux autres églises, Saint-Martin et Sainte-Marie. Donc Monseigneur Le Cornu, qui est évêque de Saintes en 1598, va l'ériger en paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie, aux dépens de Sainte-Marie et Saint-Martin. Donc il se passe encore quelques années de tranquillité, mais l'Église va encore subir beaucoup de dégâts
en 1600, je dis bien, 1624, avec des parpaillots. Ce sont des mécréants qui vont revenir dans les églises. On pense que c'est peut-être des protestants qui reviennent et qui cassent tout, les statues. Enfin, tout est renversé, l'autel aussi est renversé. On dit même que la messe dite le 23, je lis un petit peu parce que je ne sais pas tout par cœur. En 1624, pour la Saint-Louis, roi de France, la grand-messe fut célébrée sur au grand autel, lequel avait été renversé. Et l'ensemble de l'église est encore ruiné en l'an 1622. Par les parpaillots, ils appelaient ça des mécréants. Voilà. En 1627, les principaux dégâts sont remontés, donc l'église est refaite et agrandie, et va être plusieurs fois agrandie. Et en 1632, Richelieu va offrir cette cloche à la commune pour la dédommager un peu de tous les dégâts qu'elle reçoit jusqu'à ce temps-là. Donc l'église va devenir trop petite, ils vont acheter du terrain autour, dont des maisons à l'est de l'édifice, et en 1741, elle va être agrandie totalement comme vous la voyez aujourd'hui, bien sûr pas avec ces décorations. C'est le stress. C'est pas le Covid, moi. Comment? C'est pas le Covid, non, non. Non, donc si vous voulez, je mets mon masque. Ah, je l'ai eu, par contre, je l'ai eu en février. Alors vous voyez, donc elle est agrandie comme elle est en ce moment en 1741. La voie qui est déliée, les angles déliés, c'est bien. Vous est attaché. Il y a sûrement aussi que je vous donne. Alors. Je reviens pour savoir. Il fut exécuté en 1683 par le peintre Rochelet Antoine Duronel. La toile d'une très bonne facture représente la Sainte, vêtue d'un manteau royal et d'une couronne déliée par des anges, alors que se brise devant un bourreau effaré, la roue hérissée de pointe qui devait être l'instrument de justice, un angelo lui apporte la couronne de martyr. On voit bien le tableau de la Bible, et c'est une copie. Et ici, la résurrection du Christ, terrorise les soldats. On dit la Pietà, mais en fait c'est la Notre-Dame des Sept Douleurs. Vous allez comprendre qu'elle a... Pourquoi? C'est pas la Pietà de Léonard de Vinci. C'est quand même la Notre-Dame des Sept Douleurs, donc, parce qu'elle a 7 épées qui représentent les douleurs qu'elle a subies dans sa vie. Donc c'est le... Attendez, je vais vous dire les 7... épées, pourquoi elles sont là. C'est la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, disparition au temple, le chemin de croix, la crucifixion, déposition et mise au tombeau. Voilà, les flèches représentent ces 7 douleurs pour la Vierge. Et autour d'elle, il y a les anges qui tiennent les instruments, qui ont fait le chemin de croix du Christ et pour le crucifier. C'est représenté, c'est en plâtre peint. C'est pas classé. En dessous, il y a des reliquaires, alors des reliquaires qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire de l'Église. Ça a été
tellement bouleversé pendant un certain temps. Ce sont des reliquaires d'évêques espagnols. Alors les noms, ça vous dira peut-être quelque chose, mais Léonard. Un orgue portatif. Comment? Un orgue Non, portatif. justement. C'est pas un orgue. Ah non. Ah oui. Enfin, il a l'appellation orgue médiophone. Ça veut dire que, ça s'appelle, je crois, des montres. C'est en bois, plein. C'est pas du tout des tuyaux d'acier qui rendent la musique. Ce sont des tuyaux pleins. Alors, c'est un orgue, donc ça s'appelle médiophone, mais ça a eu, alors je vais vous dire aussi le truc, parce que des fois, mais voilà. Alors, le plus important du diocèse, après celui de l'abbaye de Sablonceau, qui se trouve pas loin de La Rochelle. Ça a été acheté en 1886 par souscription, facteur Dumont-Lefebvre, aux Andélis, bois de chêne et fausses montres faites de tuyaux muets simulant un orgue. Surmonté d'un ange, cet instrument a une belle allure, ça lui donne une belle ampleur. C'est un bel instrument. Il n'y a que 2 ans qu'il est dans cet endroit. Il se trouvait dans le milieu de l'église, ici, où il y a un banc de travers aussi là. Et il a arrêté de fonctionner en 1981. Et depuis, il n'a fait que se détériorer. Il est en très mauvais état. Et évidemment, on ne trouve personne pour le réhabiliter, ni rien maintenant. C'est un orgue médiophone. Mais c'est beau comme instrument quand même. Voilà. Alors, devant l'autel de la Vierge, ici, c'est la Notre-Dame de Victoire. Alors, je prends. Donc, elle est en plâtre, peint, classée monument historique, donc sur un fond d'étoiles bleu. Voilà.